Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlerons aujourd'hui de La Curée, de Zola, qui est paru en 1871 et qui est le deuxième roman de la série des Rougon-Macquart. Je commencerai avec un résumé plus détaillé que ce que je fais d'habitude. Si vous n'en avez pas besoin, référez-vous aux repères temporels que je mettrai dans la barre d'infos. Tout d'abord, les personnages. Le premier, extrêmement important, c'est Aristide Saccard, de son vrai nom Rougon, qui est le fils, et il me semble c'est le troisième enfant de Pierre Rougon, lui-même fils de Adélaïde, et Pierre et Adélaïde qui sont tous les deux des personnages du premier roman, La Fortune des Rougon. Ensuite, on a Angèle, qui est la première épouse de Saccard, qui était alors encore Rougon. On a René, qui sera sa seconde femme, et Maxime, qui est le fils de Saccard qu'il a eu avec Angèle. Ce qui est vraiment important de comprendre dans cette constellation de personnages, c'est que Saccard et Maxime sont des descendants directs des Rougon et que cette famille-là a en fait comme une sorte de tare qui se transmet. Mais on y reviendra plus tard, c'est important pour l'analyse. Au tout début du roman, on retrouve René et Maxime, donc ils sont dans une calèche, ils sont en train de discuter. On est directement en fait au cœur de l'action et personnellement j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que on nous explique la relation entre les différents personnages, mais on sent bien que René et Maxime ont une complicité qui dépasse la complicité qu'une belle-mère peut avoir avec son beau-fils. On analysera ça aujourd'hui dans la vidéo. Donc ça c'est la première scène et après on revient vraiment aux bases de l'histoire, on revient à Plassans, d'où sont originaires les Rougon, où on retrouve Aristide qui décide avec sa femme de partir à Paris pour y faire fortune. Donc ils y vont avec leur fille qui s'appelle je ne sais plus comment, mais c'est pas très important. Et ils vont décider d'envoyer Maxime dans un pensionnat. Donc dans la première partie de l'histoire, Maxime ne sera pas présent. Après son arrivée à Paris, Aristide décide de changer de nom, donc de Rougon pour Saccard. Et il a vraiment plein de projets en tête, mais il a très très peu de moyens. S'ajoute à cela un drame, la maladie de sa femme Angèle. Et tout va en fait venir d'un coup. Sidonie entre en jeu. Donc Sidonie, c'est la sœur d'Aristide Saccard, qui lui dit écoute, je connais une jeune fille qui est d'une famille aisée, qui a besoin d'un mari, parce qu'elle a été violée et qu'elle est tombée enceinte, et maintenant... voilà, il faut épouser quelqu'un. Sachant qu'Angèle est en train de mourir dans la pièce d'à côté et entend tout. Donc, super ambiance. Et Sidonie, c'est un personnage assez étrange parce qu'elle a toujours des affaires avec des gens. Elle est toujours au courant de qui a besoin de quoi et elle est toujours là pour se servir de ses contacts et mettre des personnes en contact pour trouver des solutions d'autres personnes. Donc, c'est un personnage assez étrange. Et ça sera important pour la suite du roman. Donc, Angèle meurt, Saccard épouse René, qui fait une fausse couche, tout le monde est content, j'imagine, enfin, ils ont tous eu finalement plus ou moins ce qu'ils voulaient avoir, sauf Angèle, j'imagine. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, tout se passe relativement bien pour Saccard et René. Surtout pour Saccard, qui maintenant a accès à un capital financier assez important, et va pouvoir se lancer dans les affaires, donc dans la spéculation immobilière, et va commencer à réellement s'enrichir. Donc voilà, leur petite situation se développe, et Saccard décide, pour plusieurs raisons, de faire revenir Maxime, qui a alors, il me semble, 13 ans. Donc dès son arrivée, on se rend compte que Maxime a quand même un comportement un petit peu étrange, un petit peu déplacé quand même vis-à-vis de sa belle-mère, et il est aussi très féminin. Pas efféminé, il est quelque chose de très féminin. On parle d'une fille manquée et ce serait important pour l'analyse plus tard. Donc je pense que René a peut-être, je sais plus exactement, mais je pense une quinzaine d'années de plus que Maxime. Donc ils sont pas quand même trop éloignés au niveau de leur âge. Ce qui fait qu'ils vont quand même développer très vite une relation, vraiment une forte complicité et qu'ils vont être très souvent ensemble. Il est donc très bien accueilli, Maxime, non seulement par René, mais aussi par son cercle d'amis, et il va être très bien accueilli par toutes ces femmes-là. Donc Saccard est très content, parce que forcément sa femme s'entend bien avec son fils, c'est une bonne chose. Et lui continue à faire des affaires, à s'enrichir de plus en plus.
Maxime et René, la situation va continuer à se développer jusqu'à ce que ça se développe un peu trop. Donc ça va glisser vers une relation incestueuse qu'on sentait dès le départ, dès l'arrivée de Maxime, on sent qu'il va y avoir quelque chose entre ces deux-là. Et on arrive au moment fatidique. Donc ça continue, leur relation incestueuse va continuer dans le secret pendant que Sakhar continue ses affaires. Il va avoir quelques problèmes avec l'Arsenault, je crois qu'il s'appelle, qui était plus ou moins son associé, qui va essayer de le rouler, mais finalement ça va s'arranger pour Sakhar. On revient avec Maxime et René. Bon, ça se passe très bien entre eux. René a vraiment une relation très très ambiguë avec Maxime, donc elle a à la fois son amante, mais aussi sa belle-mère, donc elle le gâte beaucoup. Mais elle finit par être à court d'argent pour Maxime. Donc elle décide d'aller voir Sidonie, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est toujours là pour trouver des solutions pour des problèmes X ou Y. Et Sidonie lui dit, écoute, j'ai monsieur de Safré qui est amoureux de toi. Donc je pense que tout le monde peut trouver quelque chose de positif à cette relation. Donc René lui dit non, parce que clairement, ce qu'elle lui propose, c'est quand même plus ou moins de la prostitution, quoi. De se dire, tu vas avoir une relation amoureuse, intime avec cet homme, et lui, il va s'occuper de toi financièrement. Donc elle lui dit non. Sidonie décide qu'elle sera là pour se venger. Donc pas une très très bonne chose pour le futur de René. Et donc bon, plus tard, on fait un petit peu un saut dans le futur. Sakhar décide de marier Maxime avec une jeune fille, bon, pour arranger un mariage qui lui l'arrange à lui aussi. Donc forcément, René ne sera pas très très contente et elle va lui faire une crise de jalousie pendant la scène finale où ils organisent un bal chez eux, les Sakhar. Et Sakhar, à un moment, donc Maxime et René sont tous les deux isolés dans une pièce. Sidonie le prévient, je crois qu'elle est avec un homme, donc Sakhar y va, se rend compte de ce qui se passe, ne dit rien, parce que ça lui est égal, et il continue ses affaires, il continue à profiter de l'argent de sa femme, et à la fin du roman, elle meurt. Donc c'est un résumé un peu plus détaillé que ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça ou si vous préférez les résumés plus courts pour mes prochaines analyses. Pour cette analyse, j'ai décidé de me concentrer sur la relation et les personnages Maxime et René, mais sachez qu'il y a énormément de choses que j'aurais pu analyser dans ce livre. La première chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que la racine du mal, du vice, de la faute, c'est vraiment la confusion des genres, qui est notamment fortement représentée par Maxime, qui, comme je vous l'ai dit, est un homme. C'est un homme biologiquement tout est normal, c'est un homme qui a des attributs physiques masculins, mais qui est représenté comme étant ni vraiment homme, ni vraiment femme, et qui a vraiment non seulement ce physique de femme, mais il y a quelque chose où même plus profondément, on sent qu'il y a comme une erreur en fait, et c'est même dit plus ou moins, c'est même dit je pense très précisément d'ailleurs dans le roman, qu'il y a vraiment comme une erreur, et que par nature, il est comme ça en fait. Et donc le fait qu'il ressemble beaucoup à une femme, ça va être thématisé plusieurs fois dans le roman, notamment dans une scène où René décide de le travestir et de le présenter à ses amis comme étant sa cousine, comme une petite blague. Mais il ressemble vraiment tellement à une femme qu'au départ, elles ne remarqueront même pas que c'est Maxime. Et ça implique pas mal de choses parce que ça veut dire que Maxime n'est pas vraiment considéré comme un homme, il est un petit peu plutôt considéré comme une femme, et donc il aura accès au monde des femmes, à tout ce qui est interdit aux autres hommes, et notamment quand elles vont dans la boutique de, je crois que c'est Worms, où elles vont s'habiller là-bas, il a le droit d'y aller, alors que normalement les hommes ne sont pas, quand elles y vont entre elles, les hommes ne sont pas admis quand même. Lui il y va, et il est presque considéré comme une fille en fait. Donc cet aspect androgyne de Maxime, c'est pas un détail, c'est vraiment un élément récurrent et essentiel
pour comprendre le livre. Pourquoi? Parce que c'est donc, comme je vous l'ai dit, le symptôme d'une erreur qu'il porte en lui et qui va s'exprimer en fait par le vice et par la faute. Donc c'est quelque chose qu'il a en lui et c'est une fatalité à laquelle il ne peut pas échapper. Et on nous dit même très clairement ça dans le roman à plusieurs reprises, et par exemple page 222 de mon édition. Il semblait né et grandi pour une perversion de la volupté. Donc c'est déjà des éléments qu'on retrouve très tôt dans le roman et qui vont se retrouver assez souvent. Donc cette confusion des genres, on la retrouve principalement chez Maxime, qui est quelque chose qui fait partie de lui, de son être, mais on la retrouve un petit peu aussi chez Renée. Mais ce qui est intéressant chez Renée, c'est qu'en soi, elle n'est pas considérée comme masculine. On nous dit dans le roman qu'elle est très belle, qu'elle... bon, c'est pas dit comme ça, mais elle correspond vraiment aux normes de beauté. Et quand on la décrit avec une taille fine, des hanches rondes. Donc c'est vraiment typiquement, elle a un physique très féminin. Mais quand elle est avec Maxime, elle va prendre le rôle plutôt de l'homme, entre guillemets. Et c'est dans ces moments-là où la confusion de genre va se retrouver aussi chez Renée. Donc elle va être plutôt dans des positions de domination et lui de soumission qui sont plutôt, qui correspondent au cliché de genre, on va dire. Je sais pas très bien comment exprimer ça, mais je pense que vous comprenez certainement l'idée. Et physiquement, on remarque même qu'elle est plus forte que lui. Page notamment 320, toujours de mon édition, où ils se disputent parce que donc, Maxime a décidé d'accepter le mariage qui a été arrangé par Saccard. Donc Renée est folle de jalousie, elle est furieuse, et elle lui attrape le bras, et elle lui dit je te casserai les bras si j'étais méchante, tu n'as pas plus de force qu'une fille. Et comme il se débattait, elle lui tordit les bras de toute la violence nerveuse que lui donnait la colère. Il poussa un faible cri, alors elle le lâcha en reprenant. Ne nous battons pas, vois-tu, je serai la plus forte. Donc là vraiment on voit même que elle a le dessus, elle est en position de domination, même physiquement, et vraiment c'est vraiment typiquement ce qu'on aurait pu imaginer, ce qu'on aurait pu attendre si les rôles avaient été inversés, si elle avait été un homme et que lui avait été une femme, en poussant le cri faible. Donc oui, là aussi on voit bien que même physiquement, il y a cette répartition des genres, mais qu'on retrouve chez Renée que lorsqu'elle est avec Maxime. Je me suis demandé si on pouvait retrouver ça aussi dans les autres personnages, notamment chez Louise, qui est la fiancée donc de Maxime. Et à un moment, je trouve intéressant que Zola la compare à un écolier. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'à l'époque, les femmes... Alors je crois que l'école a été ouverte aux filles en 1880, donc ça serait après la sortie du roman, donc peut-être que c'est juste une coïncidence, mais je me suis demandé si c'était pas aussi parce que le fait que Maxime soit par nature une sorte de femme, ça faisait pas du coup de sa fiancée quelqu'un de plus masculin. Je sais pas si il faut le voir ici ou pas, mais en tout cas, il y a un moment où elle est comparée à un écolier directement. Je me suis demandé si cette thématique-là, c'était juste quelque chose à considérer dans l'intrigue, si c'était juste par souhait de faire une réécriture comme ça, tragique, d'une sorte de Phèdre, on y reviendra plus tard, ou si vraiment c'était un souhait d'exprimer quelque chose de différent. Une de mes notes dans le livre relevait le fait que il y a une des thématiques du livre, c'est l'effacement de la figure paternelle, et personnellement j'irais même jusqu'à dire l'effacement des personnages masculins en général, parce que sont quand même les personnages féminins qui sont au centre du livre, qui apparaissent le plus souvent, c'est-à-dire que les personnages masculins, il y en a qui sont importants, comme Saccard, qui est quand même très important dans ce livre, mais qui n'apparaît finalement pas autant que d'autres personnages qui sont soit des personnages féminins, soit des personnages comme Maxime, qui représentent le féminin. Donc je n'ai pas malheureusement pu trouver
d'informations qui iraient dans ce sens ou qui infirmeraient cette hypothèse-là. Donc, soyez libre, si vous avez lu le livre, de commenter en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est une hypothèse possible, mais c'est pas quelque chose où je vous affirmerai, c'est sûr, c'est ça à 100%. Je pense que ça mérite réflexion en tout cas. Donc pourquoi cette confusion des genres est essentielle, donc cette confusion qu'on trouve notamment chez Maxime, c'est parce que c'est l'un des éléments décisifs qui va mener à l'inceste. Et cet inceste, on nous y prépare déjà avant que ça arrive. Pendant des pages et des pages, on sait que ça va arriver et on a même envie en tant que lecteur que ça arrive. Je l'ai évoqué précédemment, Renée est une sorte de nouvelle Phèdre. Donc Phèdre, c'est un personnage mythologique elle était amoureuse du fils de son mari, donc il a eu avec une autre femme, je pense que c'était Hippolyte, donc son beau-fils. Donc histoire très très similaire à celle de Renée. Et d'ailleurs, il y a une allusion qui est vraiment très claire dans le roman, puisqu'il y a une scène où ils décident de recréer cette histoire-là, puisque Phèdre a été adaptée forcément au théâtre. Ils font une représentation théâtrale de Phèdre, où Maxime et Renée vont être dans la pièce. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans mes notes, alors j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait exactement, mais apparemment Zola a écrit qu'il avait décidé de faire de Renée une Phèdre. La citation disait « Décidément, c'est une nouvelle Phèdre que je veux faire ». Si vous savez d'où ça vient, apparemment ça vient d'une des lettres qu'il aurait écrites, j'ai pas vraiment réussi à retrouver le contexte, mais apparemment c'était clairement une idée qu'il avait en tête. Et même au-delà de l'intrigue, je trouve que Renée c'est vraiment une héroïne tragique, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais m'attarder sur la thématique de la vertu, de la débauche, en lien avec le traumatisme de Renée. Donc Renée, comme je l'ai évoqué un petit peu déjà dans le résumé, elle a été violée. Elle est tombée enceinte à la suite de ce viol. Et c'est pour cette raison qu'elle a dû épouser Saccard. Donc on ne nous dit pas clairement que Renée a été traumatisée. Et je ne pense pas qu'elle ait réellement conscience de ça. Je ne pense pas que c'était vraiment une thématique d'ailleurs à l'époque d'être traumatisée, d'être vue comme une victime quand on est violé. Je ne pense pas que c'était vraiment quelque chose qui était discuté comme on le discute aujourd'hui dans la société. Mais il est quand même très très clair quand on voit ce livre que cet événement a été vraiment traumatisant pour elle et va être décisif pour beaucoup de choses qui vont se passer dans sa vie. Et ce viol, ça va être la première chose qui va la pousser à se détacher de l'éducation qu'elle a eue, qui était plutôt tournée vers justement être une personne vertueuse, etc. Ça va vraiment être le premier élément qui va la pousser à aller vers autre chose. Et le deuxième, je dirais que c'est son mariage avec Saccard. Et donc par logique, le monde de luxe, un petit peu nouveau riche, je dirais, auquel elle accède, et où on voit que la débauche est quelque chose d'assez banal. Le lien entre débauche et luxe et un certain statut social, financier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans ce livre. Je voudrais vous lire un passage, page 252-253. Alors, l'incestueuse s'habituait à sa faute, comme à une robe de gala dont les roideurs l'auraient d'abord gênée. Elle suivait les modes de l'époque, elle s'habillait et se déshabillait à l'exemple des autres. Elle finissait par croire qu'elle vivait au milieu d'un monde supérieur à la morale commune, où les sens s'affinaient et se développaient, où il était permis de se mettre nu pour la joie de l'Olympe entier. Le mâle devenait un luxe, une fleur piquée dans les cheveux, un diamant attaché sur le front. Pour moi, cette partie montre vraiment que le luxe et le mal, le vice, la débauche, vont finalement de pair. Et que la débauche, qui est censée être quelque chose d'assez hors norme, est finalement un élément plutôt banal de
de ce monde privilégié. Toujours en lien avec ça, je trouve intéressant de voir que il y a une personne dont René a peur, c'est Baptiste. Baptiste, c'est le valet, donc c'est finalement pas quelqu'un qui a... C'est quelqu'un donc qui n'appartient pas à son monde, qui est d'origine plutôt modeste. Donc c'est pas quelqu'un qui finalement va avoir, comment dire, une grande influence sur René, même si il l'a méprisé, même s'il lui voulait du mal, c'est pas quelqu'un qui finalement pourrait avoir vraiment une grande influence sur sa vie et pourrait vraiment lui causer du tort. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir que la seule personne dont elle a peur comme Baptiste découvre son secret, c'est finalement quelqu'un aux origines plus modestes, qui n'appartient pas à son cercle, comme si en fait seule une personne aux origines plus modestes était capable de reconnaître le vice et vraiment de le juger pour ce que c'était. Malgré tout ce qu'elle fait, personnellement, j'ai eu beaucoup de pitié pour elle, pour Renée, parce que on se rend compte clairement dans le livre qu'elle est traumatisée. Elle a perdu tous ses repères et la seule chose à laquelle elle pouvait s'accrocher vraiment pour avoir d'autres repères, pour savoir où se diriger, c'était Sakhar et Maxime qui finalement vont juste continuer à la tirer vers le fond. Donc elle est plus une victime, à mon avis, elle est plus une victime qu'autre chose. Il est intéressant aussi de se pencher sur les relations hommes-femmes, donc notamment tout d'abord René et les différents hommes de sa vie. Elle a toujours des relations qui sont assez ambiguës par rapport aux hommes qu'elle a dans sa vie. Donc tout d'abord notamment par rapport à son père, énormément par rapport à Maxime parce qu'elle est dans cette... étant donné qu'elle est belle-mère et amante à la fois, elle est dans un rôle qui est double parce qu'elle est censée être une sorte de modèle, une figure protectrice qui prodigue puisqu'elle paye constamment pour Maxime, qu'elle essaie de le gâter, mais en même temps elle est complètement dépendante parce qu'elle est dans l'attente. Ensuite, on a aussi Sakhar, où lui, il est dépendant d'elle, parce que c'est grâce à elle qu'il a un capital financier qui le permet vraiment de faire ses petites magouilles. Mais en même temps, elle lui est reconnaissante parce que, à la suite de son viol, elle s'est retrouvée dans une situation qui était extrêmement compliquée, et donc il a sauvé son honneur. Donc finalement, elle a toujours des relations un petit peu ambiguës par rapport aux hommes, qui peuvent être analysées de deux perspectives qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Et en général, même en dehors du personnage de René, c'est assez intéressant d'analyser les relations hommes-femmes dans ce livre et de voir les différences dans les attentes qu'on a par rapport aux hommes et aux femmes. Donc si par exemple René était infidèle, si elle était publiquement infidèle, pas dans le secret qui est relativement accepté, mais publiquement, ça serait un scandale, ça serait une honte pour Sakhar, ce serait humiliant pour lui. Mais par contre, quand Sakhar fait courir le bruit qu'il entretient Laure d'Origny, je crois qu'elle s'appelle, que c'est sa maîtresse, etc., là ça va être bénéfique. Là, Sakhar va pouvoir s'en servir et va justement faire en sorte que ça soit le plus public possible pour pouvoir s'en servir pour son image. J'aimerais terminer cette analyse en vous parlant notamment de la fin que j'ai trouvée particulièrement horrifiante. C'est une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout pour plusieurs raisons et l'une des raisons principales c'est que dans tout le livre, la tension monte. Zola est très douée pour ça. Vraiment la tension monte et on s'attend à une fin absolument explosive et il ne se passe rien du tout, il se passe rien à la fin. Sakhar se rend compte de la relation incestueuse qui existe entre Maxime et René, mais ne réagit absolument pas. Je vais maintenant vous citer un passage, page 324. Donc, juste après cette scène-là, Sakhar a découvert la relation secrète et ne réagit pas du tout. Alors, le drame était fini. Son crime, les baisers dans le grand lit gris et rose
les nuits farouches de la serre, tout cet amour maudit qu'il avait brûlé pendant des mois, aboutissait à cette fin plate et ignoble. Son mari savait tout et ne la battait même point. Et le silence autour d'elle, ce silence où traînait la valse sans fin, l'épouvantait plus que le bruit d'un meurtre. Elle avait peur de cette paix, peur de ce cabinet tendre et discret, empli d'une odeur d'amour. Donc pourquoi c'est extrêmement horrifiant? Parce que on se rend compte que ce manque de réaction de la part de Sakhar, c'est parce que Renée n'est pas importante pour lui. Ça lui est égal, c'est simplement une commodité. Et la deuxième raison pour laquelle c'est particulièrement horrible comme scène, c'est parce que Renée a une véritable prise de conscience à ce moment-là. Donc c'est un moment vraiment choquant et humiliant pour Renée. Et il y a une scène vraiment très marquante où, alors au bal, elle est arrivée, donc c'est au moment où ils ont un bal chez eux, elle est arrivée dans une tenue où elle était pratiquement nue à la vue de tous. Et elle se regarde dans le miroir avec presque horreur en fait de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, de se rendre compte qu'elle est nue, de se rendre compte comment elle s'est présentée au monde. Et là elle voit dans le miroir derrière elle Sakhar et Maxime. Et elle fait le lien, elle se rend compte, c'est eux qui m'ont fait ça, c'est eux qui m'ont mise à nu, c'est eux qui m'ont détruite. Et ils s'en fichent. Ils sont satisfaits parce qu'ils ont pu obtenir de moi ce qu'ils voulaient. Et les conséquences, le fait que moi je sois en tant que personne complètement détruite, ça leur est égal. Cette scène-là, ça m'a fait penser un petit peu à Ève, qui se rend compte après avoir mangé le fruit défendu qu'elle est nue et qui a honte, alors qu'à la base, c'est pas elle qui avait... bien sûr, elle a commis la faute, mais c'est pas elle à la base qui a voulu, elle a été poussée et manipulée par le serpent, et finalement c'est elle qui doit faire face aux conséquences de cet acte-là alors qu'elle a été manipulée à la base. Bon, c'est pas une image qui est poussée par Zola dans le roman, mais c'est une image qui m'est venue en lisant cette scène-là. Le dernier élément vraiment particulièrement choquant et horrifiant et terrible et tout ce que vous voulez de cette fin, c'est le dernier paragraphe, donc les 2 dernières pages. L'hiver suivant, lorsque Renée mourut d'une méningite aiguë, ce fut son père qui paya ses dettes. La note de Worms se montait à 257 000 francs. C'est particulièrement terrible pour 2 raisons. La première, c'est que elle meurt comme ça de manière tellement soudaine, il y a juste une phrase comme ça, genre au fait, elle est morte, hein. La scène que vous avez suivie pendant plusieurs centaines de pages, et voilà, pouf, elle est partie. Et c'est particulièrement terrible si on compare ça à Angèle, donc la première femme de Sakhar, dont la mort prend, je pense, 5 pages, quelque chose comme ça, alors que finalement, elle n'est pas très très importante dans le roman, puisque après sa mort, on n'en reparle plus du tout. La deuxième raison, c'est que Renée, à sa mort, est résumée seulement par ses dettes. De son vivant, elle était une source de capital pratique pour Sakhar, et sa mort n'apporte pas plus d'inconvénients que des dettes. Donc ça fait écho finalement un petit peu au titre La Curée, puisque, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette ruée vers la fortune, c'est quelque chose d'assez important dans le roman, qui est représenté plusieurs fois, et là on voit bien que c'est tellement important que finalement ça transcende, c'est beaucoup plus important qu'une vie humaine, qu'une personne. Cette fin est extrêmement frappante, mais je trouve aussi qu'elle ajoute quelque chose au caractère tragique de Renée. Donc pas forcément les 2 dernières phrases, mais la scène où donc Sakhar se rend compte de ce qui s'est passé, où Renée se rend compte qu'elle a été utilisée. Je trouve qu'il y a quelque chose de très pathétique, mais plus que pathétique, presque de tragique finalement, qui est particulier, qui est amplifié par ce manque de réaction. Donc je me suis concentrée aujourd'hui sur la relation entre Maxime et Renée et sur leurs personnages. Pas forcément trop en détail parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais sachez aussi qu'il y a
énormément de thématiques que j'aurais pu aborder. Une thématique que j'ai trouvée personnellement assez intéressante, c'était les lieux. Alors le lieu est à la fois un reflet de la personnalité des personnages, mais c'est aussi une forte influence sur leur comportement. Donc il y a par exemple une scène donc la scène où Maxime embrasse René, et où il dit clairement que c'est parce qu'il a été dans ce lieu et que ça l'a poussé à faire ça. C'est vraiment intéressant. Et une autre scène aussi, dont j'ai pas entendu trop parler par les personnes qui l'ont lu, mais moi qui m'a énormément marquée, que je trouve fascinante, c'est la scène où René va voir Sidonie et elle décrit sa chambre. Et il y a tellement de choses à analyser dans cette scène-là. C'est un reflet tellement tellement intéressant de la personnalité du personnage de Sidonie. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient remarqué vraiment l'intérêt de cette scène. Bon, bien sûr, d'autres lieux, la serre, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler. Si vous l'avez lu, c'est vraiment un endroit qui est extrêmement marquant. Il y a donc d'autres thématiques, on en a parlé, la spéculation immobilière, la transformation de Paris, la ruée vers l'or. Il y a beaucoup de thématiques extrêmement intéressantes dans ce livre. Donc ma conclusion concernant ce livre, c'est que j'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai même adoré. Et j'ai trouvé les descriptions, j'en ai pas trop parlé, mais très vivantes. Je trouve que Zola, même du coup en ayant lu quelques autres tomes de la série, a vraiment un don pour créer des images très claires des lieux. Et je trouve que ce livre, on n'en parle vraiment pas assez. Moi personnellement, je connaissais donc bien sûr quelques tomes des Rougon-Macquart, mais La Curée, je savais pas ce que c'était. Je pensais pas vraiment, je m'attendais pas à ça. Et j'ai du mal à comprendre qu'on n'en parle pas plus, que ce soit pas étudié. Bon, je sais pas si... Oui, on pourrait l'étudier à l'école, pourquoi pas, il est quand même intéressant. Mais en général, qu'on n'en parle pas plus, parce que je trouve qu'il a vraiment un potentiel énorme, le potentiel de plaire à beaucoup de personnes, notamment pour les portraits psychologiques qui sont très bien faits, sans être lourds. Jamais, il est jamais lourd dans tout ce qui est portrait psychologique. Et d'ailleurs, à l'époque, ce livre-là avait été quand même très populaire. Donc je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de personnes. Une réflexion que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est que parfois, par moment, exceptionnellement, le style pouvait être un petit peu lourd et répétitif. Et je suis plutôt d'accord, il y a certains moments où je me suis dit, c'est bon, j'ai compris, pas la peine de le redire, mais je trouve que c'était pas assez pour vraiment entacher le plaisir que j'ai eu à cette lecture. C'est quelque chose que j'ai remarqué, mais clairement je trouve que c'était pas assez important pour vraiment avoir une influence négative quant à l'expérience que j'ai faite de cette lecture. Donc conclusion, je vous le conseille absolument, je vous conseille aussi... Donc je disais, je vous le conseille absolument. Je vous conseille aussi de regarder, si vous n'êtes pas au courant, le défi de Lisons les Rougon-Macquart. Je mettrai les informations dans la barre de description. Dites-moi vos commentaires, blablabla. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.